Lafont. Bonjour. Et bienvenue dans cette entrevue de la revue Entretemps. Alors vous êtes historienne de l'art, Oui. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages, en particulier votre livre qui est paru en 2019 aux éditions des Presses du Réel, L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières. Un livre dans lequel vous relisez, ou plutôt vous re-regardez la production iconographique du siècle des Lumières au travers d'un nouvel angle, le vôtre, celui de la représentation des Noirs dans la culture visuelle. Et c'est un livre dans lequel vous montrez le rôle joué par l'art dans la naturalisation des différences raciales. Vous montrez que pendant ce XVIIIe siècle, au cours duquel finalement on commence à mettre par écrit un certain nombre de théorisation, de classification, de hiérarchisation des différences entre les êtres en fonction du critère de la couleur de peau, et ben l'art et la culture visuelle plus largement a sa place, une large place en fait. Et j'aimerais, pour commencer peut-être cette discussion, que vous reveniez sur l'origine de cette enquête et sur le chemin parcouru jusqu'à la publication. Et finalement, est-ce que vous avez l'impression que le travail publié, l'objet publié, le livre actuel qui est paru en 2019 est assez fidèle à ce que vous aviez comme intention au départ ? Alors, pas du tout. Non, je pense que là, j'ai vraiment, chemin faisant, transformé, en fin de compte, l'objet de mon travail et l'objet et l'objectif, en fin de compte, de mon travail. Bon, sans hasard, on peut peut-être réfléchir un petit peu là-dessus, mais au lendemain, finalement, de l'obtention de mon premier poste, en histoire de l'art à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. J'ai eu envie de changer un petit peu de sujet. J'avais fait un gros travail sur un artiste qui s'appelle Girodet, qui est l'auteur quand même du portrait de Jean-Baptiste Bellay, ce grand portrait du premier homme noir à avoir été député à l'Assemblée nationale sous la Révolution. Donc il y avait quand même un petit lien et j'ai voulu finalement utiliser ce premier travail sur une œuvre dans un corpus biographique finalement, pour aller voir quelles étaient les peintures, les tableaux, les sculptures et autres qui représentaient des Noirs au XVIIIe siècle. Donc c'est un petit peu le lien qui se faisait entre ce qui allait devenir ma recherche voilà, au lendemain, encore une fois, de l'obtention d'un poste et ce qui avait été ma thèse. Et je crois vraiment, enfin, très sincèrement, que ce chemin que j'ai pris n'était possible que dans la mesure où j'étais en quelque sorte protégée professionnellement. C'est-à-dire que je n'aurais pas eu l'audace, dans le cadre d'une thèse, de poursuivre un projet de recherche sur la question de la représentation des Noirs, en tout cas en 2000, ou même en 95 plus exactement, parce que je pense qu'il n'y avait pas de place pour ce type de recherche à ce moment-là en France. Donc c'est vraiment le déclencheur, c'est quand même un sentiment que je peux désormais ouvrir un chantier qui m'est propre et que ça ne remet pas en cause finalement une amorce de carrière qui a commencé donc à l'université. Et dans un premier temps, le travail a été plutôt celui de l'inventaire, qui est le propre d'ailleurs souvent de l'histoire de l'art, c'est-à-dire de repérer les objets, les gravures, encore une fois, les sculptures, les objets décoratifs qui avaient des personnages noirs dans leur forme finalement, et ne pas trop prédéterminer ce que je pourrais en faire. C'est-à-dire que c'était d'abord créer du nombre, ce que j'ai appelé créer du nombre, c'est-à-dire amasser le maximum de choses et puis seulement ensuite essayer de serrer et d'avoir un certain nombre de thèmes finalement qui se dégageaient et qui me permettraient de rentrer en chercheuse vraiment à travailler à ce matériel. Et c'est dans un deuxième temps, et finalement bien plus tard, que la question de la race m'est apparue comme étant celle qui pouvait le plus être intéressante à partir de ce matériel-là, mais dans un premier temps, c'était un travail iconographique, c'est-à-dire vraiment de faire des séries d'objets et de les comprendre. Donc la race est venue comme une question à poser au corpus un peu plus constitué, et comme étant aussi peut-être celle que l'histoire de l'art, l'histoire des couleurs, l'histoire des matériaux, l'histoire de la visibilité aussi, pouvait le mieux finalement guider un travail d'historienne de l'art. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé dans un premier temps. Donc en fait, la dimension plus proprement politique de l'ouvrage qui est explicite dans le titre, elle est venue
au fur et à mesure. Et aujourd'hui, la manière dont on reçoit cet ouvrage, c'est par ce titre assez fort, assez manifeste, L'art et la race. Vous l'assumez complètement, ce positionnement qui va ailleurs que l'histoire de l'art proprement dit? Il me semblait de toute façon, si les outils, les moyens de l'histoire de l'art, dans sa version, je dirais, la plus communément partagée, qui sont ceux de l'inventaire des objets, de leur classement, de leur identification, de leur attribution, etc., étaient essentiels et sont toujours essentiels dans mon travail. Il est un deuxième temps qui n'a pas toujours lieu quand on s'inscrit dans l'histoire de l'art, mais qui me paraît tout à fait important, qui est celui de l'interprétation finalement de la fabrication de ces objets, de leur contexte et la manière dont ils s'articulent finalement à la vie sociale des individus, qu'ils soient les artistes, qu'ils soient les personnes représentées ou autres, et en général à l'histoire politique finalement dans laquelle s'inscrivent aussi ces objets. Et ça, c'est une part que je crois quand même partagée par la plupart des historiens de l'art aujourd'hui, en tout cas je le souhaite, ou en tout cas par les historiens de l'art avec lesquels je travaille, et qui me paraît tout à fait essentiel pour aller un petit peu au-delà, je dirais, de l'érudition, du côté expert qu'a pu être celui de l'histoire de l'art jusqu'à récemment. Et alors ces objets, il faut peut-être qu'on en parle un petit peu davantage. Vraiment dans ce livre, vous montrez, vous donnez à voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de reproductions qui accompagnent tous vos chapitres. Alors il y a les productions des œuvres du corpus des beaux-arts, les œuvres académiques, les œuvres de maître, les œuvres plus ou moins mineures. Il y a aussi un grand nombre de planches illustrées qui accompagnaient des ouvrages scientifiques, mais aussi des ouvrages littéraires. Il y a aussi des photographies d'objets, notamment dans votre 5e chapitre où vous parlez des africaneries, en écho aux chinoiseries, donc qui sont ces objets un peu sur le mode orientalisant que les aristocrates et les bourgeois utilisaient pour orner leur intérieur et qui pullulent vraiment au XVIIIe siècle. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez construit en fait ce corpus. Est-ce que c'était un souci d'exhaustivité, produire quelque chose, un effet cumulatif du montage entre tous ces objets les uns à la suite des autres et de ces reproductions? Ou alors, c'est un peu bizarre à dire, mais est-ce qu'il y en a certains auxquels vous étiez plus ou moins sensible, pour lesquels vous aviez une affection peut-être? Oui, alors je crois que la série des Carmontelles me plaît beaucoup. Enfin, c'est justement ces aquarelles dont l'une d'entre elles fait l'objet de la couverture. J'aime beaucoup cette série-là. Il y en a plusieurs que j'aime, mais que je connaissais plus ou moins. Les Carmontelles, ça a été un petit peu une découverte au fur et à mesure de la recherche. Et puis, ça marque un temps très intéressant parce que Carmontel a fait une grande série d'aquarelles de toutes sortes de personnalités dans les années 80, 70, 80 à Paris. Il dessinait ça, c'est ce qu'il dit en tout cas, en 2 heures. Et il pouvait faire le comte d'Artois comme Auguste qu'on peut voir en couverture ici, sur le même format. C'est-à-dire que le fait même qu'il entreprennent finalement ces dessins très rapidement, toujours sur la même formule, crée une forme d'égalité, c'est ce que j'essaye de développer un petit peu dans le livre, d'égalité avant la lettre, si vous voulez, sur le mode médiatique, en quelque sorte, qui me paraît tout à fait intéressant et qui anticipe un petit peu aussi ce qu'on trouvera plus tard sous la forme de gravures extrêmement rapides sous la Révolution, qui sont aussi où la question de la composition, la question de la forme figée et déclinable face à quelque citoyen que ce soit. Bon, dans le cas de Carmontel, on est avant une citoyenneté, mais quelque individu que ce soit, encore une fois, fabrique une forme d'égalité, de statut, finalement, dans les personnes représentées. Ce qui fait qu'on a des serviteurs noirs, dans le cas de Carmontel, qui sont exactement sur le même modèle que des aristocrates proprement dit. Et là, je trouvais que c'est une période charnière, avant qu'on ait le grand tableau, par exemple, du portrait de Bellay par Girodet. Donc on a effectivement une forme
forme d'anoblissement de la figure noire en le représentant de l'Assemblée nationale. Il existe sous des formats plus modestes finalement, et en termes de grandeur, mais aussi en termes de médias, de papier, de support ou de matériaux utilisés, qui anticipent en quelque sorte justement ce qui est en train de se produire, qui est encore une fois, une forme d'anoblissement possible, en tout cas visuellement, de figures, de personnalités noires, donc dans le monde des arts et dans le monde des beaux-arts en général. Donc oui, je peux avoir l'affection que j'ai pour certains objets n'est pas extérieure, si vous voulez, à la place qu'ils prennent socialement et politiquement. C'est-à-dire que ça n'est pas, je n'ai pas ou je n'ai plus un plaisir des objets, un plaisir esthétique, si on peut dire, complètement déconnecté de ce qu'ils disent aussi de la société parallèlement. Donc la beauté des formes de manière pure, de toute façon je n'y ai jamais tout à fait cru, mais en plus n'a pas cet effet-là sur moi. Donc c'est vraiment une forme qui dit quelque chose à un moment fort et qui génère en quelque sorte une expérience esthétique que je trouve ou pionnière ou un petit peu unique ou une somme en fin de compte de quelque chose. Donc ça n'est pas... Et je crois que c'est le propre de l'histoire de l'art que d'être capable, dans sa version ambitieuse en tout cas, que d'être capable de pointer quand la forme rassemble un certain nombre d'idées ou d'expériences qui font qu'elle touche particulièrement. Et donc de ne pas extraire, encore une fois, cette expérience esthétique de tout un contexte qui amène à apprécier tel objet plutôt que tel autre. Donc c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Alors le Carmontel, ou les Carmontels du livre, dans ce sens-là, touchent quelque chose de très particulier qui font que je les apprécie autant. Mais sans dissocier leur valeur esthétique de leur valeur signifiante. Absolument, oui, c'est vraiment, c'est pour moi le sommet de l'expérience esthétique, si on peut dire. Et alors, vous l'avez dit, vous travaillez pour ce livre-là sur un corpus pré-révolutionnaire. Et puis, de manière un peu concordante, vous avez aussi travaillé sur le corpus immédiatement postérieur pour une exposition qui a eu lieu en 2019, au printemps 2019, au musée d'Orsay, qui s'appelle Le modèle noir de Jéricho Amatis, et où vous avez travaillé donc, en tant que membre du conseil scientifique pour cette exposition, sur justement les représentations du modèle noir à partir de 1794, donc à la fin finalement de la période que vous étudiez pour votre livre, jusque dans les années 1940. Pourtant, c'est ces deux objets très différents, à la fois le livre, qui est le parcours d'une recherche universitaire sur le long cours, et là le projet muséographique qu'on imagine destiné à un plus large public. Et pourtant, ces deux objets-là sont parus au même moment, c'est-à-dire que l'exposition s'est tenue en partir de mars, votre livre était sorti en février, je crois. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment vous avez vécu en fait cette concordance-là entre le livre et l'exposition, qui sont deux objets très différents? Oui, alors pour tout vous dire, j'avais fini l'écriture du manuscrit bien 1 ou 2 ans auparavant. J'essaie de me rappeler, oui, bien 2 ans auparavant, en fait, puisque c'est dans le cadre d'un diplôme universitaire que j'avais écrit le manuscrit du livre, mais je tardais un peu à le transformer définitivement en livre. Et puis quand je suis entrée dans ce travail collectif au sein du conseil scientifique de l'exposition et que la date de vernissage de l'exposition a été bien en ligne de mire, je dis il faut absolument que je profite de ce temps où il y aura un intérêt quand même pour que le livre sorte et qu'il trouve aussi sa place. Et puis je dois dire aussi qu'il était nécessaire pour moi, voyant le tour que prenait aussi l'exposition, nécessairement faite de davantage de compromis, puisqu'on était toute une équipe, aussi parce elle s'adressait d'entrée, je dirais, à un public aussi, comme vous le disiez, plus large. Il fallait que j'ai en parallèle, pour être tout à fait à l'aise finalement dans ce que je faisais, que j'ai en parallèle donc la publication de ce travail personnel, et qui était un travail de fond, qui reposait sur une recherche de plusieurs années, qu'elle puisse donner une idée un petit peu du travail
en amont nécessaires pour arriver à une restitution sous la forme d'une exposition de quelque chose de plus général. Alors effectivement, c'était deux temps qui ne convergeaient pas tout à fait, mais si vous regardez bien mon livre, il va quand même jusqu'à 1820-1830, en fait, jusqu'à Géricault, et l'exposition commence effectivement autour de la Révolution française, donc on trouve des choses aussi sur les années 80, les années 90, et puis mon intervention a été aussi davantage, je dirais, autour de l'histoire des expositions, comprenant des personnages ou des personnalités noires dans les œuvres. Donc c'était aussi, je dirais, une contribution un petit peu historiographique sur la question justement de ce type d'exposition un peu dans le monde. Donc du coup, j'entrais pas seulement avec une expertise sur les tableaux eux-mêmes, mais aussi sur ce que c'était que de mettre en exposition finalement un certain nombre de personnages qui avaient plus ou moins disparu d'ailleurs du champ visuel, hein, je dirais, des musées au cours des 2 derniers siècles, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, et puis j'ai fait un gros travail, je crois, oui, même j'en suis sûre, un gros travail aussi de médiation, c'est-à-dire je crois que ça n'a pas été de trop que nous soyons quelques-unes et quelques-uns à bien relire les cartels, à réfléchir à ce que l'on voulait dire, puisqu'on ne peut pas tout dire dans un parcours d'exposition. Voilà, il ne faut pas non plus enfler la dimension écrite, hein, parce que sinon, on empêche finalement l'accès aux œuvres d'art elles-mêmes, et l'accès justement à quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience plus sensible peut-être. Mais il faut aussi donner suffisamment d'informations pour encadrer la réception de tableaux, d'images, de gravures ou autres qui peuvent être aussi parfois un peu crus, hein, pour des sensibilités contemporaines si on n'a pas tous les outils pour les remettre précisément dans leur contexte. Oui, parce que dans votre livre, en fait, vous interrogez assez clairement la question de ce que peut produire la mise en musée des œuvres. J'aimerais peut-être vous citer, puisque à un moment donné, au moment de présenter votre projet, dans votre ouvrage, dans l'introduction, après avoir expliqué que vous alliez vous intéresser non pas seulement qu'aux grandes œuvres et au corpus académique, aux tableaux de maître, mais à l'ensemble de la culture visuelle du XVIIIe siècle, vous dites « Je tiens à réitérer que l'obsession d'en finir avec l'unicum, dont vous précisez ici qu'il s'agit donc de l'artiste, du chef-d'œuvre, de l'isolement muséal, a été le moteur principal et qu'il a fallu travailler contre nature, tant l'entraînement à l'histoire de l'art milite en faveur de la distinction de ces objets, c'est-à-dire leur décontextualisation ou leur recontextualisation neutralisante par le musée et le catalogue raisonné, processus contribuant à nier leur inscription dans le champ social. » Donc là, vraiment, vous interrogez un dispositif, le dispositif muséal, dans lequel après vous avez eu votre part. Et alors la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que vous considérez que ça a fonctionné au musée d'Orsay, que les œuvres ont pu être inscrites dans leur champ social, et est-ce que les commissaires ont réussi à déjouer le piège de cette neutralisation muséale en fait, dont vous parlez? Alors, je vous remercie de me mettre face à mes contradictions, parce qu'effectivement, comment, en fin de compte, pointer l'écueil du musée et en même temps collaborer avec le musée. Et c'est vrai que ça ne m'est jamais apparu aussi clairement que depuis que vous venez de me poser cette question. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le musée comme institution durable, constituant une histoire et prétendant derrière aussi tout cet imaginaire du white cube en quelque sorte, hein, quelque chose qui serait neutre et qui serait une forme de vérité de l'histoire de l'art ou de vérité de construction de l'histoire et de l'art. Et il y a le musée comme lieu d'exposition temporaire, c'est-à-dire comme lieu où on fait un événement qui n'aura de valeur et je dirais et de sens que temporairement, et qui s'assume comme tel, c'est-à-dire comme une exposition temporaire. Alors peut-être que j'adhère à cette idée qu'on peut créer un espace où on rassemble
un maximum d'objets autour d'un thème précis sur lequel on a travaillé et qu'on en fait événement pour que ça soit partagé par un public le plus large possible, ce qui a été le cas de l'exposition Le Modèle Noir, peut-être que je suis plus méfiante sur les constructions des musées, les grandes galeries permanentes qui réitèrent un fonctionnement autour des écoles de peinture, école italienne, école française, école allemande, et qui donnent à voir depuis 2 siècles, en fin de compte, ce récit de l'art, de l'histoire, ce récit national, comme étant le seul depuis lequel on peut apprécier l'œuvre d'art. Et c'est peut-être le côté figé, finalement, de ces modalités d'exposition que je remets en question. C'est-à-dire, c'est un choix, c'est une option. Ça n'est pas une vérité. Là, je m'en sors, alors c'est peut-être un petit peu une pirouette, en croyant toujours en l'exposition temporaire comme une signature, comme une proposition conjoncturelle, si vous voulez, et je reste quand même un petit peu méfiante vis-à-vis de la construction muséale sur la longue durée et comme n'étant pas suffisamment perméable, je dirais, aux attentes peut-être sociales vis-à-vis d'autres formes de récits. Et alors, quand le musée acquiert cette dimension un peu spectaculaire de l'exposition temporaire, ça peut produire des choses assez extraordinaires. Et j'imagine que pour vous, de voir toute une partie du corpus sur lequel vous travaillez rassemblée tout d'un coup, brusquement, je ne sais pas si ça a dû avoir un effet assez sidérant en fait, de voir ces objets-là pour vous. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? La question de la sidération est assez juste, en tout cas au moins du saisissement. Pour la plupart, ce sont des objets que je connaissais déjà, que j'étais allée voir dans les lieux où ils étaient conservés. La plupart du temps, je dois dire, dans les musées. L'expérience d'une totalité, l'expérience d'un parcours, d'un quelque chose qui se déploie dans le temps, qui est cette figurabilité noire finalement, et le sentiment de voir surgir, ce qui a été pour moi peut-être l'expérience qui n'est peut-être pas, je dirais, la plus scientifique, mais la plus sincère en tout cas que j'ai vécue dans cette exposition, c'est de voir, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé par le travail intellectuel, mais de parcourir l'exposition quand elle n'était pas encore ouverte, mais que tout commençait un petit peu à prendre place dans les espaces. Alors c'est un privilège infini qui m'a été donné qu'une seule fois, donc. Et j'ai eu le sentiment de suivre justement cette figurabilité noire et qu'elle prenne possession de l'espace artistique pour en être proprement acteur ou actrice. C'est-à-dire que on commence avec Madeleine, qui est un magnifique portrait dont on a retrouvé le nom à l'occasion de cette exposition, un tableau de 1800, donc de cette femme noire qui fait face à son modèle avec une grande dignité, une grande beauté. Et on va en gros jusque Chocolat, jusque Joséphine Baker. Et le sentiment, c'est vraiment à quel point ce parcours conduisait à une forme d'émancipation qui passe par le fait de devenir acteur de sa propre représentation. Je ne sais pas comment le dire plus clairement, c'est en tout cas l'effet que ça m'a fait en suivant ce parcours-là, et je pense que c'était quelque chose qui n'était pas envisageable avant de le vivre en exposition. Ce n'est pas quelque chose qui passe par des expériences ponctuelles, même stockées par nos photographies, parce que c'est ce qui se passe en général. Il faut vraiment le parcourir dans l'espace. Et quand j'en ai fait des visites, j'en ai fait quand même de nombreuses, c'est toujours ce que j'essayais de faire valoir, à quel point se transforme la représentation, mais surtout s'autonomise justement cette figure noire pour prendre en charge sa propre image. Et d'ailleurs, on bascule après, dans les années 60-70, il n'est plus question tellement de représentation des Noirs, mais des modalités de se présenter soi-même. Donc on a, dans ce 19e siècle très très allongé, très très étendu, finalement, le sentiment, en effet, qu'il y a une bascule autour du fait que d'abord, comme Madeleine, la figure noire entre dans un cadre qui est préétabli, auquel elle se soumet même avec grande dignité, et tranquillement, les modalités vraiment de la représentation sont aux mains des modèles eux-mêmes, qui deviennent, donc encore une fois, je pense, de plus en plus acteurs de leur mise en visibilité.
finalement. J'aimerais qu'on parle peut-être d'un sujet un peu différent. Là, on a abordé la question des toiles qui étaient présentées à l'exposition, qui portent en elles, de manière plus ou moins explicite, une forme de violence, une violence sociale, une violence symbolique, qui mettent à l'œuvre, enfin, on peut voir en fait les logiques de domination raciale dans ces toiles de maître présentées à l'exposition. Dans votre livre, vous présentez des planches notamment, qui sont très violentes, de manière très explicite, des scènes de mise à mort, des scènes de torture. Comment on fait pour travailler avec des images qui sont si violentes? Comment on fait pour éviter d'en faire juste des illustrations? Comment on fait pour éviter la possibilité d'entretenir un rapport presque voyeur avec ces images? Comment vous avez fait? Alors, comment on fait? Déjà, personnellement, c'est-à-dire avant même de savoir comment on va les publier ou comment on va malgré tout les montrer et partager avec d'autres, des gens qu'on ne connaît pas forcément, ce matériel-là. Donc, dans un premier temps, comment je fais moi? Je crois que c'est le travail, pour le coup, de l'historienne qui m'aide beaucoup, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a... Et de l'historienne qui travaille sur des périodes quand même qui sont passées, qui ne sont plus actives, en tout cas, au moins je dirais, dans ma vie personnelle. Donc, il y a quelque chose il y a une distance proprement historique qui permet de supporter, en quelque sorte, ce dont elle témoigne, qui a quand même existé. Donc ça, c'est une première chose. Dans leur restitution, la question de la violence s'est étrangement posée un peu tard, puisque la plupart des images que je montre, et comme j'essaye de l'expliquer aussi dans le livre, sont des images où effectivement la violence est présente, mais parce qu'elle a été utilisée par la propagande abolitionniste pour sensibiliser finalement la population, là en l'occurrence française, mais européenne, de métropole. C'est-à-dire que tant que l'esclavage finalement et la traite négrière, qui sont deux choses reliées mais quand même différentes, n'étaient pas remises en cause par les législateurs ou par les populations, par les législateurs surtout, mais par les populations aussi en métropole, on avait une vision très distancée finalement de la vie coloniale et de la vie des plantations, de l'esclavage. Et c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle, quand il a paru insupportable de maintenir le trafic humain et l'exploitation finalement dans les plantations, que, encore une fois, ceux qui ont voulu émouvoir les citoyens européens pour qu'ils fassent pression sur leurs législateurs et qu'ils abolissent l'esclavage, ont senti qu'il fallait des images chocs représentant la réalité de la violence coloniale pour pouvoir mettre un terme finalement à cette horreur. Tant qu'elle était hors de vue, finalement, elle n'était pas imaginable, si on peut faire ce lien-là. Donc il a fallu rendre ça tangible. Donc je vois à travers ces images, et j'essaye de restituer justement le contexte de leur production, de leur fabrication, qui est celui de campagnes abolitionnistes. Je vois dans ces images, au contraire, toutes les ressources des sens mis à la disposition d'un combat noble. Et à partir du moment où je ne le laisse pas en pâture au visionnage finalement du lecteur ou du regardeur contemporain, à partir du moment où j'explique comment justement cette image-là ou ces images-là ou ce corpus d'images a été fondamental dans la lutte abolitionniste, il est plus facile pour moi finalement de les montrer. La manière dont je me distingue finalement d'autres formes de publication de ces images-là, c'est que je n'utilise pas des formats amplifiant, je dirais, l'horreur. Je ne mettrai pas une petite gravure en grand format parce qu'elle montre quelque chose qui est repoussant. Je n'utilise pas ces images-là pour avoir un même effet de propagande aujourd'hui, mais bien pour avoir une connaissance
d'une dimension de l'histoire de France qui est méconnue, ce qui n'est pas la même chose. Donc je ne suis pas dans une conquête d'adhésion à l'image, comme dans un ressort, si vous voulez, qui irait chercher ce qu'il y a de laid en chacun de nous. Je suis vraiment dans une démarche de compréhension, comment elles ont fonctionné finalement, quels usages a été fait de ces images-là dans un temps donné. Donc je crois qu'avec la médiatisation du discours, prendre le temps de déplier justement tout ce discours, le fait de ne pas surjouer aussi ces images-là, j'en mets pas plein, j'en mets quelques-unes qui expliquent vraiment ce que je veux dire. À partir du moment où on prend ces précautions-là, elles sont visibles en quelque sorte. Alors, vous avez parlé d'usage, de réusage des images. Vous avez précisé que l'important c'était de déplier la signification inhérente à ces images. Ça fait un peu écho à des choses qui se sont passées dans l'actualité plus récente, et notamment au printemps, ce printemps 2020, à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis, des mouvements de protestation qui ont crié haut et fort Black Lives Matter, que les vies noires comptaient, et qui ont débouché, amené à des mouvements qui ont pris comme cible d'autres formes de représentation, les statues. Et s'est posé donc, la question de savoir si il fallait déboulonner certaines statues. Il y a eu des déboulonnages de statues. Mais j'aimerais qu'on parle de la position et du statut que vous avez tout d'un coup acquis au moment de cette polémique, de ce débat, parce que en fait, finalement, vous avez été identifié comme une spécialiste de la question. Vous travaillez sur les images, vous travaillez sur cette question de la représentation des Noirs. Vous avez été appelé, vous avez été amené à vous positionner, à prendre position. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on fait très souvent, en fait, dans la recherche, dans le monde académique, de prendre position publiquement, d'assumer une parole publique. Et je voulais savoir ce que ça avait, si ça avait été difficile, en fait, pour vous, de devoir vous positionner, de devoir trouver les contours d'une parole qui soit audible. Alors, difficile, bon, tout est relatif dans la vie, non, pas difficile. En revanche, essayer de toujours rabattre, je dirais, la prise de parole sur le champ de compétences réelles qu'on a, ça n'est pas difficile, mais j'essaye de m'y tenir, c'est-à-dire de ne pas finalement m'exprimer, en tout cas publiquement, comme tout le monde, j'ai un avis à peu près sur tout, mais quand je m'exprime publiquement, j'essaye de faire en sorte que ça soit sur les choses que je connais de manière un peu plus approfondie, qui correspondent à ce que je fais comme travail de recherche tout simplement, de répondre à quelques sollicitations mais pas trop, à bien voir dans quel cadre je pouvais prendre la parole, et là encore d'offrir une perspective d'histoire de l'art. Bon, une des choses que j'ai essayé de dire, c'est d'abord à quel point ces statues sont souvent des objets effectivement qui sont mis en valeur comme des objets uniques, mais qui sont souvent reproductibles. Enfin, le propre de la statue, c'est qu'on peut en faire une série. Donc peut-être ne faut-il pas trop s'inquiéter sur leur disparition en tant qu'objet, puisqu'on pourrait, à la rigueur, si on le souhaitait, les fabriquer à nouveau à partir de moules, notamment. La deuxième chose dont j'ai essayé de parler, c'est qu'on entendait beaucoup la question de l'anachronisme, du manque de culture, des gens qui s'étaient attaqués notamment au statut de Schœlcher en Martinique, et là encore, sans forcément créditer enfin, le fait de déboulonner les statues comme quelque chose de louable, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais en revanche de ne pas croire que ceux qui le font sont complètement démunis en termes je dirais, de connaissances et de volonté de toucher ce qui fait le symbole, notamment de la France, de l'histoire de France, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on a pensé, par manque de connaissances qu'ils s'attaquent aux statues, mais bien parce qu'ils savent que ça va faire réagir. Donc là encore, j'ai essayé dans la réponse que j'ai donnée à ces contextes assez rares finalement, où je me suis exprimée sur le déboulonnage des statues, j'ai essayé de nouveau de parler depuis une compétence que je crois avoir, qui est celle de l'histoire de l'art. Donc ce sont
les limites que je m'impose finalement dans la prise de parole publique. Je veux bien, j'essaye de ne pas m'effrayer des sujets, j'essaye de voir un petit peu le cadre dans lequel on tente d'entendre ma parole, c'est-à-dire est-ce qu'on peut développer un tout petit peu, et puis ensuite j'essaye toujours de faire, qu'il y ait une adéquation entre ce que je peux dire et une véritable compétence professionnelle en fin de compte. Alors ça me donne, je crois, oui, un cadre où je me sens assez libre finalement, si je m'en tiens à ces éléments-là. Pour finir cette discussion, il y a une dimension de votre travail dont on n'a pas forcément parlé, c'est le fait que vous êtes enseignante. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que ça a changé dans votre rapport aux étudiants, le fait d'avoir été membre du conseil scientifique d'une exposition qui a très très bien marché, le fait d'avoir publié cet ouvrage qui est quand même un ouvrage très important. Et puis aussi peut-être avoir votre témoignage sur la manière dont les étudiants aujourd'hui ont envie de travailler sur ces sujets-là, plus qu'avant peut-être. Alors, il y a un grand engouement, effectivement, des étudiants de toute nature, si je puis dire, pour, effectivement, les mondes noirs, je dirais, de manière volontiers très floue, hein, parce que c'est assez indistinct, finalement, les enthousiasmes ou les projets de recherche qui viennent à moi. Couvrent des lieux et des formes très très différentes dans le temps et dans l'espace, qui ont quand même pour la plupart toutes comme point commun, et encore c'est pas vrai, mais bon, majoritairement les mondes noirs de l'Atlantique depuis la période moderne jusqu'à aujourd'hui, pour lesquels je n'ai pas forcément tout le temps une compétence experte et je ne m'en cache pas auprès des étudiants. Après, il y a un certain nombre, je dirais, de questions, ou même un questionnaire qui fait qu'ils ont envie de partager avec moi leur projet de recherche, même si le terrain m'est moins familier, par exemple. Donc oui, je ne sais pas si c'est lié à l'exposition, à mon avis c'est encore même plus général que ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui se tournent vers l'histoire de l'art, des mondes noirs, et que j'accueille très volontiers, même si, dans les faits, j'essaye de conduire un enseignement où, précisément, je me méfie avec les étudiants d'un aspect un peu à la mode du sujet, c'est-à-dire comment on va à la fois saisir ce moment, au moins qu'il est longtemps attendu, j'en suis quand même très heureuse, à la fois saisir ce moment et en même temps ne pas rester dans ce que la mode a aussi une partie d'assignation, c'est-à-dire que on pourrait toujours citer les mêmes personnes et se sentir toujours légitime parce qu'on est porté justement par le fait que il y a une partie qui fonctionne bien aussi sur un plan plus large, qui va au-delà du contexte académique. Donc, essayer avec eux de faire durer finalement cet intérêt et de construire vraiment un domaine où on n'a pas déjà décidé a priori de ce que seront nos conclusions. Donc c'est essentiellement ce à quoi je m'attache dans l'enseignement. Et puis aussi, comme tout cela relève quand même beaucoup aussi d'une sensibilité, éventuellement d'une expérience autour de la question de la race qui peut être douloureuse, ou un sentiment d'avoir été empêché par la société et de devoir rattraper quelque chose. Tous ces sentiments-là peuvent être à l'origine de l'indexation d'un sujet de recherche, par exemple. Et j'ai tendance à ne pas, repousser ce fondement ou ce ressort subjectif, finalement, qui est celui premier de l'envie de faire de la recherche, mais aider vraiment, et c'est là où je juge un petit peu ma capacité d'enseignante, aider les jeunes gens qui se tournent vers moi à transformer finalement quelque chose qui est très sensible en un projet de recherche qui va être aussi une construction qui pourra se décliner au-delà, je dirais, du fait qu'elle répond à une envie très personnelle. D'abord, je suis très très attachée à
ma fonction d'enseignante. J'y crois beaucoup. Il se passe beaucoup de choses en séminaire. Il se passe beaucoup de choses dans le cadre de la conduite de recherche en thèse. Et je dirais que prioritairement, je demande aux étudiants qui viennent travailler avec moi qu'ils acceptent de faire ce parcours de transformation, encore une fois, de quelque chose qui est encore confusément très lié à une histoire personnelle, à quelque chose qui va être solidifié, renforcé et qui aura une puissance au-delà, encore une fois, de ce projet tout à fait ponctuel. Et ça, dans le cadre de mon travail, c'est ce qui se pose le plus pour l'instant, hein, de réussir. C'est un défi, en tout cas, dans le cadre de mon travail. Merci beaucoup, Anne Lafont. Merci à vous.